En fait, ce livre, c'est un peu un recueil d'illustrations pour décorer nos travaux. Si vous voulez, le fait est que nous faisons souvent appel à des mythologies donc plutôt anciennes, et le fait est que grâce à la culture populaire, on assiste plutôt à la naissance d'une mythologie contemporaine ou à la relecture contemporaine de mythes plus anciens. Et ce que je veux proposer, c'est une relecture de ces mythes ou un décryptage des mythes contemporains à la lecture de nos clés de lecture à nous, nos clés de symboles, nos clés symboliques, nos clés d'interprétation, de manière à pouvoir se comprendre d'une génération à l'autre. Je prends un exemple tout simple. Je prends l'exemple de la musique. Vous qui êtes né dans les années 50, je suppose, pour vous, la rébellion, c'était Pink Floyd, c'était les Beatles, c'était les Rolling Stones. Maintenant, Pink Floyd, les Rolling Stones et Beatles font partie de la musique dite classique, qui est trop classique pour la jeune génération. Et ce que j'essaie de proposer, ce sont des ponts d'une génération à l'autre. Donc votre génération, la mienne et celle de ceux qui peuvent être potentiellement mes enfants. En matière d'ésotérisme, c'est très facile. Il y a toute une littérature là-dessus. Je prends par exemple toutes les aventures d'Antoine Marcas ou de Tristan Marcas par Éric Giacometti et Jacques Raven, dont le prochain tome d'ailleurs sort très prochainement. Je crois qu'il sort demain. Vous avez les romans de Jean-Michel Roche, qui sont des romans plutôt ésotériques, qui sont en fait des romans à clé, des romans à énigmes. On suit le cheminement d'un personnage, le cheminement intellectuel dans une aventure où le personnage est mis en contact avec une énigme, un mystère à résoudre, et va tout faire pour le résoudre. Tandis qu'un cheminement initiatique, c'est le cheminement d'un personnage, d'un ou plusieurs personnages d'ailleurs, qui va vivre des épreuves qui vont le transformer, ce qui fait que le personnage, à la fin du roman ou à la fin de l'histoire, ne sera plus du tout le même qu'au début. Processus que suit le héros. Donc, très souvent, le héros est un simplet ou un ignorant de sa condition. Donc, ça peut être. On va suivre cet exemple à travers le fil du mythe du roi Arthur. Quelle que soit la version, que ce soit par exemple le mythe du roi Arthur selon Walt Disney, donc Merlin l'Enchanteur, ou que ce soit la version Camelot, ou que ce soit des grandes versions hollywoodiennes, je pense par exemple à Excalibur de John Boorman, vous avez toujours cette constante de Arthur, qui est un orphelin, qui ignore tout de son passé et qui est un garçon de ferme, ou dans la version d'Alexandre Astier, c'est un légionnaire anonyme. Donc il ignore tout de son passé et le fait est que sa rencontre avec Merlin, sa rencontre avec ses racines, fait qu'il va découvrir qu'il est le fils héritier du royaume de Bretagne et qu'il sera le seul autorisé à sortir l'Excalibur. Donc première épreuve, la rencontre avec la figure de père. Deuxième épreuve, la révélation par l'utilisation du symbole sacré, donc en l'occurrence l'épée, qui pourrait être tout à fait autre chose. Et le cheminement, donc les épreuves qui vont faire que le garçon de ferme va devenir roi. Et très souvent, dans la dimension initiatique, il y a toujours une mort initiatique qui est nécessaire pour une renaissance. C'est la mort à soi-même qui fait qu'on va pouvoir renaître plus radieux que jamais ou plus fort que jamais. Donc, dans le mythe arthurien, si je prends la version Camelot, donc Arthur a tenté de se donner la mort à la fin du livre 6 de Camelot et vit en fait un moment entre la vie et la mort où il raconte son histoire. En fait, il confie son histoire et tente de transmettre aussi toute la valeur du pouvoir à son grand rival Lancelot, en lui expliquant que la plus grande, la seule et unique règle qui vaille, c'est que le meilleur des hommes, le meilleur des chefs, se bat pour la dignité des plus faibles. En fait, donc l'ordre Jedi fonctionne comme une société donc initiatique. C'est une société où on est où le savoir dispensé à ses membres est en fonction de la compétence et du travail de ses membres. Vous avez donc l'apprenti qui apprend les bases du maniement de la force et du sabre laser. En général, ce sont des jeunes enfants. Quand l'apprenti devient donc un peu plus grand, il devient ce qu'on appelle un padawan et rentre sous la responsabilité d'un maître. Et lorsque le padawan devient maître, il devient alors autonome et peut soit lui-même former des padawans ou rentrer dans le conseil de l'ordre Jedi. Donc, il y a ce côté initiatique-là. Il y a peut-être des épreuves pour entrer chez les Jedi, mais la trilogie ne le dit pas. Donc, un certain nombre de romans de Star Wars, mais qui ont été, comment dire,
éloignés de la construction mythologique depuis la reprise de Lucasfilm par Disney, donc font état d'épreuves initiatiques ou de grandes batailles ou de cheminement pour devenir des Jedi. Mais les épreuves initiatiques comme nous les connaissons, donc par l'eau, l'air, le feu, la terre, la vie, la mort, etc., donc, ne sont pas mentionnées. Peut-être qu'elles existent, mais elles existent, mais elles ne sont pas mentionnées. Néanmoins, donc, il y a ce parallèle de société initiatique. Et il y a un parallèle aussi historique qui me semble intéressant, c'est que le Conseil Jedi a énormément d'influence sur la République galactique, donc, il a son siège à Coruscant, et il a plusieurs voix, et il a une voix au chapitre et un rôle de conseil auprès des présidents de la République. Tout comme ont pu l'être les francs-maçons du Parti radical sous la Troisième République. Du point de vue chevaleresque, donc D'Artagnan fait la rencontre de trois hommes, donc Athos qui est très sage, Porthos qui est très fort et Aramis qui est très beau et très charismatique. Hein. Sagesse, force, beauté, premier degré, bon voilà, le parallèle me paraît évident. Quant aux valeurs chevaleresques, effectivement, D'Artagnan rêve de les incarner. D'Artagnan, c'est nous-mêmes, c'est nous tous, c'est l'impétrant, c'est l'apprenti qui voit les valeurs chevaleresques. Il en rêve, il en est imprégné, il rêve de devenir chevalier, mais en fait, il est confronté à la réalité de ses compagnons. C'est-à-dire qu'Athos est un seigneur déchu suite à un très mauvais mariage, donc qui a perdu son nom et sa réputation et qui a choisi de se faire oublier en devenant le guerrier Athos. Donc Athos, mon vrai nom est comte de la Fère. Donc vous avez Porthos qui, en fait, sous ses couverts de grands costauds, etc., ne rêve que de gloire. C'est un peu la cordonite de certains hauts grades. Il ne rêve vraiment que de gloire, de titres, etc. Donc il se fait appeler baron du Vallon, comte de je sais plus quoi, etc. Enfin ça, on l'apprend plutôt dans le Vicomte de Bragelonne ou dans le temps après. Et Aramis, la beauté mystérieuse, etc., c'est un intrigant de la pire espèce, doublé d'un parfait libertin qui est toujours prêt à brandir comment dire, son ordination et qui revient toujours sur sur son serment d'ordination quand il y a une femme qui intervient. Donc quelque part, D'Artagnan est confronté comment dire, aux valeurs que représentent Athos, Porthos et Aramis, mais confronté à la réalité de leur humanité et leurs petits défauts qui les rendent très humains et au final fort sympathiques. Dans l'ouvrage, j'ai évoqué donc Donjons et Dragons, dont d'ailleurs un film est sorti à peu près en même temps que Les Trois Mousquetaires, que j'ai eu le temps de voir celui-là. Et dans la construction des jeux de rôle Donjons et Dragons, vous avez des personnages qui progressent par niveau. Chaque expérience qu'ils font leur apporte des points, et en fonction des points d'expérience, ils passent un niveau de classe. Vous avez l'apprenti qui devient guerrier, qui devient mercenaire, qui devient maître d'armes, et ainsi de suite. Et chaque classe de personnage, donc magicien, sorcier, voleur, etc., fonctionne de la même façon. Et Gary Gygax, donc créateur de Donjons et Dragons, qui était un éminent franc-maçon aux États-Unis, s'est inspiré en fait des systèmes de grades maçonniques pour créer, avec ses compagnons de fortune, donc la structure de jeu de Donjons et Dragons. Le plus significatif. Alors, du point de vue de l'initiation, je vais vous citer le plus connu. Donc, je vais vous citer Naruto, pour lequel la Monnaie de Paris a consacré une collection, et la marque Montblanc aussi. C'était une grande surprise. J'ai découvert que Montblanc avait créé une collection Naruto. Et le fait est que Naruto est initiatique, et dans le sens où il raconte l'histoire d'un jeune, un simplet, un petit qui s'appelle Naruto, qui est un petit shinobi qui fait plein de bêtises. Il est un peu neuneux, il est un peu couillon, mais il est très très brave et très courageux. Et puis petit à petit, ben, il commence à s'affirmer, il commence à maîtriser ses techniques, il commence à maîtriser son pouvoir. Et puis il découvre son identité réelle, qui il est réellement, et finit enfin par atteindre son objectif, quoi. C'est-à-dire devenir le grand chef du village au bout d'une bonne soixantaine de tomes, d'aventures, de rencontres, etc. En fait, Naruto, c'est le mythe arthurien, mais à la mode japonaise. Je vais me baser sur le film, pas sur le court roman de Philip K. Dick. En fait, dans le film, donc vous connaissez l'histoire, hein, donc ce policier, donc qui est spécialisé dans la quête des automates, enfin des androïdes dissidents, donc Descartes, qui va chercher, enfin qui va passer sa vie à la recherche des fameux réplicants.
Et à la fin du film, vous avez la confrontation finale entre Descartes et le chef des réplicants. Le chef des réplicants qui pourrait se débarrasser une fois pour toutes de ses problèmes en tuant Descartes, parce qu'il l'a en joue, il a la possibilité de le tuer, et pourtant il ne le fait pas. En fait, ce faisant, le chef des réplicants montre que son contact avec l'humanité l'a rendu humain, et il fait un choix éthique en choisissant de sauver son ennemi, quitte à continuer de se mettre en danger, parce qu'il ne veut pas tuer réellement un être humain. À l'inverse, Descartes, lui, se déshumanise complètement, puisque son rêve est de détruire, enfin, c'est son objectif, c'est sa mission, il est vraiment fait pour ça, en quelque sorte. Et son rêve est de détruire les réplicants. Et la question qui se pose, qui est le plus humain entre Descartes et les réplicants? Alors, le réalisateur Ridley Scott a donné lui-même une réponse, que je me permets de vous livrer ici. En fait, pour lui, Descartes est un réplicant. En fait, Descartes n'a plus rien d'humain. Il n'avait jamais rien eu d'humain. Toute son humanité est simulée. C'est le suspense de fin de film. Merci Merci beaucoup. pour cet autre regard qui suggère que la culture populaire de 2023 peut devenir demain une culture classique. Et bravo pour valoriser d'autres supports initiatiques que ces classiquement connus des francs-maçons qui devraient donner une nouvelle dynamique à la recherche maçonnique.